12 2025. Quatrième année, jour 288 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue, je vous salue. Voici le rapport de situation quotidien. Un grand bravo à tous ceux qui ont déjà fait un don hier pour les ambulances blessées. Les premiers 5% sont déjà atteints. Le don individuel le plus élevé recevra, comme la dernière fois, un drapeau War and Tactic signé. Je suis certes un étudiant pauvre, mais je vais évidemment aussi faire un don. Actuellement, nous avons 72 929 abonnés. La prochaine étape, ce sont bien sûr les 100 000. Dès aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois, je donnerai 4 centimes pour chaque nouvel abonné durant la collecte de fonds. Ainsi, nous aurons au final une belle somme à 4 chiffres, ce qui m'évitera d'être à la rue même étudiant. Toutes les informations sont en haut de la description de la vidéo. Voyons comment ça se passe au front. À Siversk, l'est de la ville est tombé. Les Russes Kanch combattent pour contrôler la gare principale, située au centre de la ville. Ils semblent y être pour l'instant. Les Ukrainiens ne peuvent tenir. Si le centre-ville tombe, ils ne pourront défendre l'ouest que par 2 ponts. Ce serait d'abord ce pont ici, ainsi que le pont ici en bas, et aussi ce petit pont-là. Donc, en fait, il y a 3 ponts, mais je ne suis pas sûr que ce pont-ci soit encore debout. J'ai entendu autre chose à ce sujet, mais malheureusement je n'ai pas encore de photos à ce propos. Mais cela leur donnerait la possibilité de laisser les Russes ici à l'est du cours d'eau, cependant ils seraient alors limités à une zone très restreinte, ce qui profiterait à nouveau à l'artillerie russe. Voyons comment ils vont réagir ici aux attaques russes dans les prochaines heures. Nous réévaluerons la situation dans le prochain rapport, le 7. Le 7e corps d'armée ukrainien a signalé quelque chose près de Pokrovsk, situé un peu plus au sud, à cet endroit. Ils ont signalé le retrait de 3 localités, à savoir ici à Dachenske, Lizivka et Suikea. Les unités ont récemment rejoint de nouvelles positions, mieux fortifiées pour protéger le personnel, améliorer l'approvisionnement et redresser la ligne de front. Cet endroit en bas a toujours été un lieu où je me demandais pourquoi ils l'avaient tenu aussi longtemps. Mais vous voyez, ça a marché. Les Russes n'ont pas avancé ici pendant longtemps, même si 2 des endroits étaient à moitié occupés tout le temps. C'est une très mauvaise position, surtout si les combats y sont intenses à Murneras, et que les Russes sont en train de conquérir également la partie sud ici. Ce serait vraiment très très mauvais s'il y avait des soldats ukrainiens ici en bas, si les Russes prenaient une position clé. Ils se sont maintenant repliés sur des positions que je suppose quelque part ici dans la zone jaune, car on signale à nouveau une intensification des combats ici. De même ici, depuis cette zone en direction de la zone d'artillerie, que les Russes ont intensément bombardé il y a quelque temps. La situation reste très tendue autour de Murnerat. La semaine dernière, des avions russes ont largué 21 bombes planantes sur Teskoutan sur cette zone. C'est beaucoup pour une si petite zone, mais rien de nouveau ne vient de la ville elle-même. Cela signifie que la situation ici semble inchangée. Le seul véritable changement de situation est ici, au sud de la demi-poche. La chaîne russe Fighter Bomber, aussi appelée chaîne non officielle de l'armée de l'air, est l'une des sources russes les mieux informées d'ici et fiables sur les forces aérospatiales. Annonce qu'un équipage de Su-34 est décédé après avoir activé accidentellement le siège éjectable dans un abri. Le pilote ainsi que le navigateur sont morts, l'un au sol et l'autre au plafond de l'abri. Pour clarifier rapidement, avant qu'un avion puisse décoller, il est d'abord préparé par l'équipage. Pour cela, on installe les bombes, les réservoirs de carburant, les munitions et tout le reste. Et en plus, l'avion est aussi préparé pour le vol par les mécaniciens, donc par les techniciens aéronautiques, une fois avant le vol et bien sûr aussi une fois après le vol. Le pilote arrive, prend l'avion en charge, le prépare avec l'équipe et effectue ses tâches habituelles dans le cockpit. Et tout cela se passe encore dans le shelter, ce n'est pas dehors, c'est dans le shelter, donc en quelque sorte dans un hangar. Le siège éjectable se déclenche et expulse les occupants avec une force de 15 à 23 G pendant un court instant. De nombreux pilotes ayant utilisé le siège éjectable ont souffert de blessures à la colonne vertébrale, à la tête ou aux membres, car il est très puissant. On est alors projeté sur 60 à 100 mètres supplémentaires. Le problème, c'est que dans un abri anti-aérien, l'avion ne s'élève pas à 60 mètres, mais percute à pleine vitesse un plafond de béton situé à 6 mètres au-dessus. Celui qui survit à ça aurait préféré mourir. Comment est-ce possible ? On pense actuellement à une simple erreur de maintenance parmi d'autres. Il y a moins d'une semaine, j'ai déjà dit que nous verrions de plus en plus souvent ce genre d'incident. Et aujourd'hui, nous avons déjà le prochain sur la liste.
Soyons honnêtes, que puis-je attendre d'une équipe qui transporte des bombes de 500 kilos comme dans cette vidéo? Ici, les Ukrainiens doivent aussi déplorer une perte similaire. L'armée de l'air ukrainienne annonce la mort du lieutenant-colonel Ivanov, navigateur en chef du 39e, brigade aérienne tactique. Il est tombé aujourd'hui, le 8 décembre, lors d'une mission avec un avion de l'armée de l'air 227 dans l'est de l'Ukraine. L'avertissement est mordé ce combat, mais les détails précis n'ont pas été communiqués. Le gouverneur de Samara a décrit la situation sur le marché russe de manière assez minutieuse et en fait aussi de façon détaillée. Écoutez ça. En réalité, nous avons une croissance négative, c'est-à-dire que notre marché malheureusement connaît une tendance négative ces dernières années en raison de certains phénomènes économiques. Ainsi, comme l'an dernier, nous comprenons qu'il s'agira d'une croissance négative, non positive. Pour ceux qui ne lisent pas le sous-titre, je vais le citer. Nous avons de la croissance partout, de la croissance tout au long du mois de décembre, dans tous les secteurs, mais il ne s'agit pas d'une croissance positive, mais d'une croissance négative. Selon lui, cela serait dû aux phénomènes économiques. Vous pouvez écrire dans les commentaires quels pourraient être ces phénomènes. Je suis sûr que vous le savez déjà. Pour de l'argent, beaucoup de gens sont prêts à tout. Nous avons déjà abordé ce sujet hier. Mais regardez cette vidéo d'un soldat russe qui parle de certaines circonstances. Il affirme venir de la 25e. Il dit appartenir à la 25e armée et explique que ses propres camarades ont essayé de le tuer parce qu'il se plaignait des agissements de l'armée. Il s'agissait de l'élimination de soldats, donc du fameux « Naler », au cas où vous ne sauriez plus ce que c'est. C'est ainsi que les soldats désignent l'envoi délibéré à la mort de soldats impopulaires ou refusant exploitation ou corruption lors d'attaques désespérées. Après s'être enfui de l'hôpital, son lieu de séjour a été vendu contre de l'argent liquide. Et maintenant, tenez-vous bien, c'est sa propre femme qui l'a fait. Selon un haut responsable européen, les États-Unis continuent de faire pression sur Kiev pour qu'elle cède toute la région du Donbass dans le cadre d'un accord de paix. La partie ukrainienne rejette cela et insiste sur un gel le long de la ligne de front actuelle où elle contrôle encore environ 30% du Donbass. Zelensky y met en garde, un tel échange de territoire ne ferait qu'encourager Moscou et rendrait de futures attaques plus probables, c'est-à-dire en échangeant la paix contre des terres. Le résultat actuel est que les discussions sont toujours dans l'impasse et que l'écart entre le souhait occidental de désescalade et la réalité sécuritaire de l'Ukraine est tout simplement trop grand. Si on cédait à la Russie, l'Ukraine perdrait ses avantages. De plus, il finirait exactement comme à l'époque où la Tchécoslovaquie a cédé les Sudètes au Reich allemand en échange de la paix, et Hitler est revenu 6 mois plus tard, pour s'emparer du reste. À la raffinerie Kavonja à Moscou, des centaines d'hommes d'Inde, du Vietnam, d'Afghanistan et d'Asie centrale font la queue. Ces emplois auparavant occupés par des Russes locaux sont désormais confiés à ces personnes. Le commentaire du caméraman est assez révélateur. Citation. « Il n'y a plus d'hommes locaux. Le Kremlin garde les chiffres officiels des pertes secrets, mais la réalité ne peut plus être dissimulée. La mobilisation, les prisonniers, les blessés et l'émigration ont fortement diminué la main-d'œuvre masculine à la capitale. Désormais, ce sont les étrangers qui doivent s'en occuper. Recourir massivement à des employés étrangers dans une raffinerie stratégique est un signal d'alarme à ne pas ignorer. Cela met en évidence la pénurie aiguë de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée, l'augmentation des coûts salariaux et les exigences croissantes en matière de sécurité et de réglementation, des risques de qualité dans les infrastructures critiques. Pour Moscou, cette substitution sécurisée n'est pas tant un embarras politique qu'un véritable problème de capacité. La guerre consomme du matériel au front et prive l'économie nationale de main-d'œuvre. À ce stade, je me demande pourquoi il n'envoie pas juste ses gens au front et garde les siens. Un remerciement personnel va aux membres de la chaîne Algo Crew et surtout au lieutenant-colonel Reniquet. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous, aimez, commentez et à bientôt pour la prochaine analyse.